Bonjour Célia Garino, Bonjour. Bonjour. bienvenue à Strasbourg. Vous êtes là, on vous a invité dans le cadre du projet Litérado, donc un projet de lecture qui s'adresse aux collégiens, une sélection pour les 6e, 5e dans laquelle votre roman Bienvenue à Oswald est sélectionné, une sélection pour les 4e, 3e. Et on a donc parmi cette sélection 6e, 5e, en plus donc de Bienvenue à Oswald, on a Un caillou au fond de la poche de Florence Cochet, En apnée de Meg Grehan, Ghost de Jason Reynolds, Masca de Eric Lhomme et De l'autre côté du pont de Padma Venkatram. Alors, vous êtes né fin des années 90 à Saumur. Après des études de lettres à Angers, vous publiez à 20 ans votre premier livre, Bienvenue à Oswald. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, votre roman a suscité de nombreuses questions. Donc, en temps normal, vous auriez été face aux élèves participant au projet. Vu la pandémie cette année et les consignes sanitaires, on va faire la vidéo qu'on ira ensuite montrer aux élèves dès la semaine prochaine. Alors, nous allons nous faire le relais des élèves et tenter de vous poser un maximum de questions pour satisfaire leur curiosité et puis la nôtre. Alors, publier un roman à 20 ans, c'est pas courant. Est-ce que vous avez toujours écrit ? Alors oui, j'écris depuis que je suis toute petite, vraiment. J'imaginais beaucoup d'histoires, je lisais aussi beaucoup d'histoires. Donc au final, j'aimais tellement lire que j'ai inventé aussi des histoires. Je pliais des feuilles pour faire des livres. Après, quand j'ai grandi, j'écrivais sur des copies doubles ou en salle d'études, au collège, quand je ne savais pas quoi faire, j'écrivais une histoire, pareil. Si j'avais envie de faire des choses, s'il y a des choses qui m'intéressaient, j'en découlais une histoire, mais je l'ai gardée pour moi. C'était dans un des tiroirs de mon bureau, très mal rangé d'ailleurs. Et maman, si tu regardes, voilà. Et puis au final, quand je suis entrée au lycée, il y a eu un concours de nouvelles qui a été organisé et j'y ai participé. Et pour vraiment me mettre de manière objective, au vu de regard objectif, et je suis arrivée 2e. Et donc j'étais derrière quelqu'un que je n'aimais pas trop. On avait une petite rivalité, on va dire, à cette époque en tout cas. Et on m'a donné la raison pour laquelle j'étais 2e. Ils hésitaient entre les deux nouvelles. Et c'est que dans sa nouvelle, l'autre personne avait parlé d'un lieu que tous les jurys avaient visité, du coup. Et donc ils avaient décidé, en rapport à ce bon moment qu'ils avaient passé, de lui donner la première place. Donc j'étais pas très contente. C'est hyper subjectif en fait comme oui, le choix. Ouais. Oui. Et l'année d'après, j'ai reparticipé. Et puis cette fois-là, je suis arrivée première. Et quand je suis allée chercher mon prix, donc je sais pas pourquoi, c'est parce que j'avais déjà été distinguée avant par le 2e prix par exemple, ou par d'autres personnes qui disaient non, tu écris bien, tout ça. Mais là, c'était vraiment la fois où je me suis dit, c'était un monsieur très sévère qui donnait la récompense, et je me suis dit waouh. Et en fait, je suis allée chercher mon prix, c'était dans une enveloppe, c'était un bon d'achat chez un libraire. Devait être de 80 €, je crois, normalement pour le premier prix. Et j'ai voulu prendre l'enveloppe et repartir parce que j'étais vraiment rougissante, je me cachais derrière mes cheveux, tout ça. Et il m'a dit non, je voudrais dire un truc avant, vraiment pour l'excellence de votre nouvelle. Nous souhaiterions mettre un bonus en fait par rapport à ça. Donc après, je me suis dit oui. Donc ils ont mis un bonus. C'est vraiment les gens les plus sévères que je connaisse. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc j'ai continué en terminale, j'ai refait le concours. Et après, quand je suis entrée à la fac, ma fac organisait aussi des concours de nouvelles des universités de l'Ouest. Et j'étais en L1, donc il y avait 2 L1 à doctorat qui participaient à ce concours. Et je suis arrivée 2e. Et après, je l'ai refait et je suis arrivée première. Et puis après, j'ai écrit ce livre en L3. Donc finalement, les concours de nouvelles et les concours d'écriture, c'est une bonne piste pour chaque personne qui a envie de se lancer. Ne serait-ce que pour avoir un avis objectif, parce que c'est pas toujours évident de faire lire à des personnes de sa famille, des personnes qu'on connaît. C'est quelque chose d'assez intime quand même au final, donc c'est comme si on se donnait tout entier, quoi, genre dans une clé USB, je sais pas. Donc non, c'est plus facile de faire lire à des personnes qu'on connaît pas, je pense. Donc le concours de nouvelles, pour moi, ça a été un bon compromis. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres passions que l'écriture ? Alors, j'aime vraiment beaucoup la littérature. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une partie de la littérature principalement parce que
je me suis retrouvée aussi en seconde au lycée face au dilemme. J'avais épuisé, enfin c'était à une époque où il n'y avait pas encore trop de littérature qu'on dit maintenant young adulte. Et du coup, soit on passait de la littérature jeunesse, vraiment jeunesse, à la littérature adulte. Et donc, je suis allée vers cette littérature-là. Et dans les livres qu'on proposait, dans les livres qui étaient célèbres, je ne me retrouvais pas vraiment, en tant que jeune fille de 15 ans, dans les tourments d'une personne de 40 ans de sexe masculin, qui est beaucoup dans l'introspection. Du coup, j'ai un peu délaissé la littérature et j'y reviens petit à petit parce qu'il y a beaucoup plus de diversité. Je dirais ces 4 dernières années, en fait, qui sortent, à mon sens. Et donc, voilà. Mais j'ai pas eu trop de temps, mais là, je compte bien m'y replonger à fond. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux arts aussi. La peinture, la sculpture, tout ça, la broderie, la couture, j'aime beaucoup esthétiquement, je trouve ça super joli, j'essaye d'en faire un peu aussi. Et tout ce qui touche à l'éducation et à l'éducation prioritaire, au handicap, tout ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Donc on peut dire, c'est bizarre de dire que c'est une passion, mais j'aime beaucoup m'investir dedans en tout cas. D'accord. Voilà. D'ailleurs, en lien avec ça, les élèves ont lu que vous étiez professeure suppléante de français, animatrice spécialisée auprès des enfants. Oui, c'est ça. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Alors, j'étais professeure suppléante de français, donc c'est-à-dire professeure remplaçante cette année. Alors, mes élèves ne savaient pas que j'étais remplaçante, parce que sinon, je pense qu'ils en auraient profité. Et c'était auprès d'élèves de 15 à 18 ans cette année. Donc j'ai eu une année super chargée, surtout avec le temps de Covid. Et j'ai vraiment grandi cette année par rapport à ça. J'ai également fait beaucoup de suppléances en premier degré. Là, j'ai passé le concours pour être professeure en premier degré. Et je suis aussi animatrice, oui, donc en colonie de vacances classique. D'ailleurs, je dirige en juillet un centre de vacances à Gérardmer, où il y a des enfants de Strasbourg, de Colmar et tout. Vous allez peut-être retrouver des élèves qui qui auront lu le roman. Possible. Je sais pas, ce serait marrant. Mais j'étais déjà l'an dernier, j'ai pas... Oula, à moins qu'un élève vous ait dit « je la connais ». Non. Et puis, animatrice spécialisée, oui, je travaille avec du public en situation de handicap, mais que ce soit pour enfants ou pour adultes, en fait. Donc, vous n'êtes pas autrice à plein temps. Là, c'est l'activité annexe, on va dire. C'est ça. Mais est-ce que vous aimeriez pouvoir en vivre, du coup Oui, évidemment, oui. Ce serait super. Je pense que j'aurais toujours cette coloration de l'éducation, du professorat, des choses comme ça, mais... c'est vraiment ce qui me motive le plus. C'est une des choses qui me motive le plus. D'autant que jusqu'à maintenant, j'étais encore étudiante. Je viens de finir mon master, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà. Mais c'est déjà pas mal à 23 ans, je trouve. Oui, c'est plutôt pas mal. Quand 20 ans, un premier livre. Alors, la question que se posaient les élèves, c'était combien de livres avez-vous déjà écrit ? Donc, on a une moitié de réponse déjà là, puisqu'on a le deuxième livre, Les enfants de Feuillantine, donc qui est paru pendant le confinement. Ouais, juste après. Juste après, oui. Qui devait paraître pendant le confinement, c'est ça ? Oui, il devait sortir le 1er avril, voilà. C'est facile à retenir. Oui. Donc La bonne blague, il n'est pas sorti du coup. Et il est au final sorti le 27 ou le 28 mai l'an dernier, juste vraiment au déconfinement. Et voilà. Comme tous les livres qui sont sortis à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une petite vague de retombées, mais il a quand même son petit succès en librairie aussi. Il a son petit succès chez nous parce qu'il y a un petit cœur, donc en tout cas parmi les bibliothécaires déjà. Et il nous plaît beaucoup, donc on en est à 2. Est-ce que vous avez déjà écrit d'autres livres ou d'autres histoires, mais qui n'ont pas été publiées ? Alors oui, bien sûr. À mon sens, un vrai auteur, une vraie autrice, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose en cours, qui pense toujours... moi, ça peut me tomber dessus, par exemple, dans le train, j'ai une idée, hop, je le mets par exemple, note dans mon téléphone. Et puis après, je vais l'écrire le soir sur mon ordinateur. Dans mon ordinateur, j'ai un dossier avec dedans plein de dossiers, et dans chaque dossier, plein de petits textes qui avortés ou qui continuaient, qui contiennent soit 200 pages, soit parfois 2 pages, parfois 3 lignes, parfois 10, enfin ça dépend. Et il y en a parfois avec qui on a une affinité particulière, qu'on a envie de continuer. Et cette année, j'ai été beaucoup prise par le temps, mais il y en a auxquels j'ai donné plus de temps. Et il y en a des parachevés que je vais peut-être envoyer à des éditeurs, peut-être, mais je ne sais pas. On verra.
Oui, parce que les élèves se demandaient si c'était compliqué d'écrire un livre. Mais là, d'après ce que vous dites, c'est plutôt des histoires qui viennent pas forcément d'un seul coup. Ce serait plutôt par petites bribes. Et au bout d'un moment, le volume fait que l'histoire est peut-être prête, entre guillemets, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de... En fait, la phase de l'écriture, c'est peut-être celle qui prend le moins de temps. Quand on est vraiment dedans, je veux dire, je peux écrire 20 pages dans une journée. Mais c'est la réécriture qui prend vraiment beaucoup de temps pour lier tout ça, pour mettre des chapitres, les imbriquer les uns les autres. C'est plutôt ça. Après, généralement, il y a un feeling, on sait où on va aussi. Enfin, moi, je sais où je vais. Je suis pas comme ces auteurs qui écrivent sans trame précise. Enfin, un petit peu, mais je sais quand même où je vais. Je sais les étapes importantes, en tout cas. Et puis, quand c'est la fin, on le sait, en fait. Enfin, là, par exemple, pour Oswald, je me mettrais vraiment dans la peau de l'héroïne et je me disais, là, je suis là, j'ai 10 ans, je suis perdue ici, qu'est-ce que je fais? Et je savais où je voulais aller à la fin, mais sinon, je me suis vraiment laissée emporter. Et quand je suis arrivée à la fin, je le savais, en fait. Enfin, je sentais qu'il fallait pas abuser trop, quoi. Est-ce que la fin était déjà définie à l'avance, alors? Oui, en fait. Parce que, à vrai dire, Oswald, je l'ai imaginé, en fait, à partir d'un rêve que j'ai fait. J'ai rêvé une scène qui se trouve à peu près au milieu du roman. Et après, je me suis dit, mais c'est marrant, cette idée que j'ai eue, j'avais même le prénom de l'héroïne, tout ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pas réussi à le changer par la suite, d'ailleurs. Enfin, j'ai essayé de l'appeler autrement, Anaïs et tout, mais non, ça passait pas. Et du coup, j'ai découlé le début et après la suite en changeant quelques trucs quand même. Donc je savais vraiment où ça allait. Je me rappelais de cette scène particulièrement, je savais comment mon rêve s'était terminé, on va dire. Et voilà. Donc il y avait une espèce de scénario et voilà, après, d'accord. C'est ça. Et une fois qu'il a été terminé, du coup, vous l'avez envoyé à plusieurs maisons d'édition avant qu'il soit accepté par celle-ci. Là, les éditions, c'est courtes et longues. Oui. En fait, au début, je l'ai écrit parce que je suis quelqu'un qui travaille dans l'urgence parce que j'ai... comment on dit ? Je procrastine beaucoup. Et du coup, il me fallait vraiment une date butoir ou une idée précise pour finir ça, quoi, parce que sinon, un challenge, en fait, comme les concours de nouvelles, tout ça. Et donc, il y avait ce concours Gallimard Jeunesse, là, pour le premier roman. Et je l'ai envoyé au comité de lecture. Il n'a pas été retenu, mais je me suis dit, non, j'aime bien quand même mon histoire, j'ai quand même envie d'essayer. Et je l'ai envoyé à quelques éditeurs par mail. Donc ça ne représente pas beaucoup d'éditeurs quand même, parce que généralement, les maisons reçoivent plus par papier. Et au final, Jean Poderos des éditions courtes et longues m'a recontacté assez rapidement. Et après, on a signé un contrat assez rapidement aussi. D'accord, donc c'est eux qui vous ont recontacté. Et le titre était déjà défini à l'avance ou pourquoi avoir choisi ce titre-là? Je crois, si je me souviens bien, que c'était celui que j'avais mis dès le début. Dès le début, oui. Avec le point d'exclamation aussi. Alors pourquoi Oswald? Pourquoi Oswald? Alors, et pourquoi cette question? Oui, c'est parce qu'en fait, c'est une vraie question ici, parce que nous avons une commune dans l'Eurométropole qui s'appelle Ostwald. Et donc, quand les élèves ont vu ce livre, ils se sont dit, mais c'est incroyable, ce roman va se passer chez nous. Alors, non, désolé. Non, désolé. Mais du coup, toutes les classes sont vraiment revenues là-dessus et s'interrogeaient vraiment sur le choix de Oswald. Comment vous est venu ce nom? Pourquoi ce lieu? J'aurais dû réviser avant de venir. J'avais une raison principale il me semble que j'oublie. C'était quelque chose par rapport à... J'en ai une autre. Mais celle-ci, c'était quelque chose par rapport à la signification. D'accord. Du mot. Et Ostwald, ça faisait aussi un gros néologisme. La vallée des eaux, c'est comme c'est l'endroit où il y a des âmes, tout ça. Ça faisait référence à ça, en fait. Okay. J'avais pas vu l'inverse comme ça, mais ok, d'accord. Et pour la première de couverture, alors moi je la trouve magnifique, hein, cette première cette image. Et du coup, est-ce que c'est vous qui l'avez choisie ou comment ça s'est passé pour le... Alors non, pour ce livre-là comme pour celui-ci, c'est pas du tout l'autrice qui choisit sa couverture. C'est la maison d'édition au sein de la maison d'édition.
Soit ils ont un maquettiste comme pour les enfants de Feuillantine, soit ils font appel, comme pour Bienvenue à Oswald, à un designer externe. Donc là, c'est le cas. Il s'appelle comment Germain, je crois. Germain Barthélémy. Germain Barthélémy, voilà, je me rappelais de son prénom. Ils vous font plusieurs propositions alors et vous avez la possibilité de choisir ou vous n'intervenez à aucun moment? On n'intervient à aucun moment, on reçoit la couverture comme ça. Mais est-ce qu'elle vous a plu de premier abord? Elle est super jolie, vraiment, j'aime beaucoup. Elle est bien, elle retranscrit bien l'atmosphère du livre. Elle est très japonaise et du coup, beaucoup de librairies manga l'ont pris en pensant que ça se passerait intégralement au Japon, je pense. Parce qu'il a été présent dans beaucoup de librairies spécialisées dans le manga. Voilà. Du coup, qu'on cette coloration japonaise un petit peu. Oui, et c'est vrai qu'après, en lisant l'histoire, on s'est aperçu que les éléments japonais sont là, mais c'est pas forcément l'histoire centrale et l'ambiance centrale finalement du livre. Non, au final, pas trop. J'ai aussi essayé de m'en détacher à certains moments parce que c'était peut-être trop présent aussi des fois pour des gens qui connaissent pas du tout la culture ou des choses comme ça, mais c'était en même temps cette visée aussi de faire découvrir aussi le Japon. Je savais que ça s'adresserait à une tranche d'âge 9-12, 9-13, donc pour faire découvrir un petit peu aussi. Mais c'est dès le début, vous saviez que l'histoire, ce serait pour le public jeunesse Oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'en choisissant l'âge de l'héroïne, on choisit aussi le public qu'on touche. Et je la voyais pas être beaucoup plus grande, ni beaucoup plus petite. Je trouvais que c'était un bon compromis. Une dizaine d'années, c'est au moment où on s'inquiète encore du merveilleux, tout ça, de l'imaginaire. Et il est possible de faire plus de choses. Voilà. Avant de basculer à l'adolescence. C'est ça. Et alors, on a eu des questions par rapport, comme on parlait du choix de la couverture, de si c'était compliqué de faire un livre. Voilà. Les élèves se sont un peu inquiétés parce qu'apparemment, vous auriez mis 16 jours à écrire ce livre. Alors, je ne sais pas déjà, est-ce que l'info est juste? Alors, 16, peut-être pas. Mais ça me paraît très précis, mais ils ont l'air bien renseignés. Donc... Il me semble... En fait, oui, parce que du coup... pour le concours Gallimard, je crois que la date... En fait, si, il doit avoir raison. Parce que la date était très proche, c'était 2 semaines plus tard. J'avais mes partiels aussi, mais je me suis dit non, j'ai cette date butoir et je vous l'ai dit, je travaille dans l'urgence et c'est comme ça que ça me motive. Donc j'avais déjà cette histoire en tête en fait. Et elle faisait partie du dossier de mon ordinateur et du coup je l'ai prise et j'ai travaillé dessus, mais j'ai mis 16 jours, mais j'ai fait quasiment que ça, hein. J'ai pas fait d'autres choses à côté quoi. Voilà. Alors c'était l'inquiétude, mais vraiment forte inquiétude, parce que la question est revenue plusieurs fois sur les établissements, c'est est-ce que vous avez pris le temps de dormir et de manger? Ah par contre oui, oui bien sûr. Je passais peut-être 7-8 heures par jour dessus, mais je dormais totalement, hein. Bon, alors, il y avait vraiment très grosse inquiétude. Ah oui, non, tout va bien, je dors beaucoup. J'aime beaucoup manger aussi et je faisais des pauses goûter aussi, des collations. Tout va bien. on les rassurera. Oui, il faut. Je suis en bonne santé. Et du coup, oui, vous avez un peu pas répondu à la question. Donc, ils se demandaient si c'était plutôt une écriture, vous écriviez sur le papier ou directement sur l'ordinateur. Donc là, il y a des idées qui viennent des fois à des moments un peu impromptus. Donc là, c'est noté sur le téléphone. Ils se demandaient si c'était sur un carnet ou sur un téléphone. Donc après, qu'est-ce que vous préférez, plutôt à la main, plutôt à... J'aimerais beaucoup répondre à un carnet, mais j'ai essayé, mais je les perds tous. Je sais pas où ils vont. Enfin, je perds tout en général. Donc le téléphone, je le perds aussi, mais je finis toujours par le retrouver. Donc au final, voilà. L'ordinateur, j'essaye de toujours le laisser au même endroit, comme ça. Avant, j'écrivais sur feuille volante, mais pareil, on s'y perd. Revenir, retoucher, réécrire. Je voulais dire écrire, c'est peut-être 60% de mon travail quand même quand j'écris un livre. Donc c'est plus compliqué sur une feuille. Avant, j'écrivais sur une feuille. Après, j'ai découvert l'ordinateur. Après, je me suis mise à taper très vite. Donc, c'est toujours plus facile. En plus, une fois sortie du collège et du lycée, en fait, on n'écrit plus tant que ça à la main. C'est vrai. Ça fait mal, même au bout d'un moment, oui, à la main. Mais il faut le dire. Et ça fait très mal à la main. Donc, écrire 200-400 pages à la main, c'est
Surtout qu'il faut le retaper après de toute manière. Donc, Oui, autant aller plus vite. et puis on peut mieux les classer, je peux passer d'un texte à un autre. Enfin, non, je suis pas à Balzac ou Flaubert avec leurs brouillons innombrables. Mais j'aime beaucoup aussi, enfin de temps en temps, c'est quand même le bon compromis de changer de support parce qu'on voit les choses sous un autre angle. Des choses qu'on peut pas faire à l'ordinateur. Avec un crayon, par exemple, on peut faire un schéma, on peut faire le schéma narratif, une boucle en mettant ça se passe là, ça ici, ça ici. Et c'est des choses qu'on peut pas spécialement faire à l'ordi. Alors, j'ai pas de tablette graphique, non. Donc, voilà. Et du coup, vous l'avez écrit seul. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez besoin d'être isolé, vraiment un silence assez... Pas du tout. Non. Je me rappelle, j'étais sur la table du salon et il y a mon frère et ma soeur qui passaient à côté, ma mère aussi qui repassait, enfin des choses comme ça. Non, Donc là, j'avais de la musique. Non, en fait, j'ai pas besoin d'être isolée parce que quand j'écris, j'ai l'impression que je m'isole moi-même d'une certaine façon. Et en plus, avoir une stimulation auditive, ça permet aussi... Enfin, je m'éparpille beaucoup et du coup, s'il y a autre chose qui se passe à côté de moi, je peux être plus concentrée sur... Enfin, c'est bizarre, mais sur ce que je fais, en fait. Donc, voilà. Et est-ce que ça vous est arrivé pendant la phase d'écriture là, de Bienvenue à Oswald, un moment de vous dire, mince, j'ai plus d'inspiration ou j'ai plus forcément la motivation là tout de suite de continuer et est-ce que du coup, vous faites appel à quelqu'un, un proche justement, pour vous aider ou quelqu'un ? Non, jamais, parce que je sais pas pourquoi, en fait, mais j'estime que ça doit venir de moi. Du coup, dans ces moments-là, généralement, c'est que j'ai trop travaillé, que ma tête, elle bout, que j'ai l'impression que vraiment, vous savez, quand vos pensées après un examen, généralement, là, c'est pareil, ma tête, elle est sur le point d'exploser, donc généralement, je ferme l'ordinateur, je vais faire autre chose, je vais manger, prendre une douche, je vais, je sais pas, faire autre chose, quoi, je sors ou des choses comme ça. Et après, quand je reviens au calme, je me dis waouh, bon, allons, en fait, c'était bien. On peut continuer là-dessus. Non, mais j'ai écrit n'importe quoi là, donc hop, tout supprimer et puis on recommence. Donc prendre un peu de recul, changer les idées, puis les choses sont plus claires après. Du coup. C'est ça, redécouvrir aussi ce que j'ai écrit parce que des fois, je suis tellement, enfin, comme je rédige beaucoup très vite, je me souviens même plus de certaines choses, de certaines phrases, et je les redécouvre après. Tu sais, ça doit être chouette du coup de redécouvrir. Ce que j'ai fait pendant un temps, c'est ce que je fais des fois, avec beaucoup des textes de mon ordi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, si ça les inquiète aussi, mais je les laisse de côté, et des fois je les laisse volontairement de côté pendant 2 semaines, 1 mois, et je les redécouvre après totalement différemment, en fait, parce que quand on est trop dedans, on les voit différemment. Et avec le recul, c'est totalement une autre expérience au final. Donc voilà. Et du coup, on arrive à de nombreuses questions autour de l'inspiration. Donc, vous y avez déjà répondu. Comment avez-vous eu l'idée de cette histoire de Bienvenue à Oswald ? Donc, vous disiez que c'était un rêve. Et après, comment on transforme finalement un rêve en inventant le début, en continuant vers la fin ? Parce qu'on s'imagine, enfin moi je m'imagine, après les élèves je ne sais pas, mais voilà, qu'on commence par le début, qu'on écrit le milieu, qu'on termine par la fin. Alors, ça dépend. Pour Bienvenue à Oswald, j'ai pu faire ça parce que je vous ai dit vraiment j'étais dans la peau de l'héroïne, tout ça. Pour certains autres et pour beaucoup d'ailleurs, je travaille de manière à ce que je sais les événements et je peux écrire par exemple, on va dire la partie 18 avant d'écrire la partie 2 ou des choses comme ça. Pour le coup là, j'ai écrit la scène du milieu, la scène du début, après j'ai fait du feeling, on va dire, j'ai rempli. Et après, pareil, je savais telle scène. Et après, est-ce qu'il y a des moments en fait où il y a certaines scènes qui changent de place pour réorganiser les idées ou pour réorganiser la continuité de l'histoire ou maintenir le suspense ? Oui. Ouais. D'ailleurs, généralement, s'il y a un petit truc qui bloque, il suffit de changer la scène d'endroit ou de la supprimer, en fait. Ok. Et ça, supprimer comme ça des moments entiers finalement de travail, de réflexion, c'est quelque chose qui est facile à faire ? Pas toujours, mais généralement c'est pour... je le fais quand je suis vraiment dans ce mood, on va dire, de supprimer, d'aller au cœur des choses. Et du coup, dans ces moments-là, après, ça fait du bien, quoi. C'est beaucoup plus aéré. Généralement, si un passage pose problème, c'est que il est trop... je ne sais plus qui m'a dit. C'était quelqu'un du métier de l'édition, en tout cas. Si quelque chose est trop personnel, ça n'a rien à faire dans ton livre, en fait. Si
par exemple un règlement de compte personnel ou des choses comme ça, ça sert à rien de le mettre, ou quelque chose qui nous tient trop à cœur. Il faut pas le mettre dedans. Et c'était Thibaut Bérard d'ailleurs qui m'a carrément fait supprimer un personnage de mon autre livre. Et ça c'est difficile, mais si on se rend compte qu'il n'a pas de texture derrière, c'est aussi il faut savoir tuer ses petites amours, je crois. Il me disait, c'est une citation de Stephen King, je crois. D'accord. Donc c'est pas facile, mais c'est mieux en fait. Ouais. Et alors, combien de temps ça peut prendre la réécriture ? Si le premier jet peut être assez rapide d'après ce que vous dites, la réécriture, on peut réécrire combien de fois jusqu'à ce que... Beaucoup, je pense. Mais du coup, je me force à pas réouvrir les fichiers Word ou les choses comme ça. Même si je reparcours, je me dis là, j'aurais pu rajouter ça et ça. Mais on peut réécrire à l'infini, je pense. Mais après, l'histoire n'aurait plus du tout le même sens. Elle prendrait des teintes différentes. Parce qu'elle est écrite aussi à des périodes différentes de vie, je parle. Et je pense qu'il y a d'autres inspirations, tout ça qui arrive. Donc, il faut que le texte aussi puisse rester ce qu'il est à un moment. Et alors là, pour ce roman, on parlait de l'inspiration d'un rêve. Mais les autres textes que vous avez comme ça, c'est une situation que vous avez vécue dans le train, par exemple, en venant. Est-ce que c'est du vécu ? Est-ce que c'est parfois juste un sentiment, une émotion, une odeur qui peut provoquer quelque chose ? Honnêtement, je saurais pas trop. C'est juste des fois, j'ai cette idée en tête. Généralement, ça me part d'un personnage. Avec une histoire, ça peut être quelque chose que j'entends, quelque chose à la télé ou dans un autre livre qui fait penser à ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ça tombe dessus un peu de nulle part. Des fois, c'est juste je prends mon ordinateur et j'écris et je vois ce que j'écris en fait. Oui, partir d'un personnage en général ou d'une situation, oui. Enfin, ou des personnes de votre entourage aussi qui vous inspirent des histoires ou des personnages de livres ? Honnêtement, pas vraiment. J'essaye de ne pas le faire en tout cas parce que... Trop personnel du coup. Oui, ouais. C'est ça. Et je sais que même si j'ai dit que c'était plus facile d'être lu par des lecteurs objectifs, c'est quand même vers des personnes de notre entourage qu'on va se tourner au début pour faire lire, pour avoir un premier avis. Et c'est plus difficile du coup de se livrer encore une fois directement. Et j'essaye de le faire d'autres manières, ou plus sous-jacentes peut-être, mais j'essaye d'éviter de mettre des situations directes en tout cas. En termes d'inspiration, quand on a lu le livre, on retrouve plein de petits clins d'œil à Alice au pays des merveilles, au voyage de Chihiro, qu'est-ce qu'on a, à Jack O'Lanterne, à la mythologie. Du coup, l'inspiration vient aussi finalement de vos lectures, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez. Oui, alors principalement des choses qu'on aime, de toute façon, c'est quelque chose qui nous représente, encore une fois, donc c'est une citation de Lursa, une œuvre d'art, c'est un... Je dis jamais de citation dans la vraie vie, je sais pas pourquoi, là je viens d'en dire deux. Une œuvre d'art, c'est un monceau de cicatrices. Alors, je l'ai dit la semaine dernière en rencontre, et c'est la première fois qu'on me disait que c'était un peu négatif, d'ailleurs. Mais moi je trouvais que c'était plutôt joli jusque-là, c'est tout ce qu'on a bien aimé, je trouve, qui peut se retrouver en fait dans une œuvre d'art. Donc oui, la mythologie, c'est à cause de ma licence de lettres. Parce que je l'ai écrit en même temps qu'on avait un cours sur la mythopoétique, donc les mythes qui ont donné naissance à plein de mythes, tout ça, le héros aux mille et un visages, je sais pas si vous connaissez cette théorie, mais... Enfin voilà, et du coup je pense que j'ai été très influencée par ça. Du fait de ma licence aussi, j'ai fait plein de recherches sur justement la culture populaire, Jack O'Lanterne, tout ça. Et Chihiro, Alice au pays des merveilles, c'est des choses qui sont très intéressantes aussi, très belles et qui vont dans la continuité de tout ce que j'aime en fait. Donc voilà. Et donc cette histoire de Bienvenue à Oswald, est-ce que dès le départ, oui, il devait y avoir cet univers fantastique de magie, c'était présent dès le rêve, le point de départ, et donc ça s'est trouvé, il fallait poursuivre dans cette voie pour ce roman-là. En fait, c'est même pour ça que c'est japonisant, même pour ça que c'est fantastique, c'est parce que
c'était comme ça et j'ai pas réussi à changer les choses. En fait, j'ai essayé d'essayer de dénaturer, même d'enlever ce côté très japonais, mais j'ai pas vraiment réussi. La scène de mon rêve, alors il y avait très très vite fait au début la scène de la gare, donc où elle devait passer mais qu'elle n'avait pas le droit. Et moi j'étais tout à fait omnisciente dans ce rêve-là, c'était pas du tout le personnage ni rien, mais j'étais un peu partout. Et la scène principale qui m'est restée après, mais qui était beaucoup moins mignonne que dans le livre, c'est la scène chez Jack, justement quand elle est cachée sous les voiles. Ah oui. Et toute cette scène-là, en fait, autour. Et quand Haruka arrive sur le toit, c'est toute cette scène-là que j'avais eue dans mon rêve, en tout cas. Alors, la petite flamme bleue a beaucoup a interpellé aussi. Comment est-ce que vous avez trouvé cette idée qui nous ramène dans le monde parallèle ? Les feux follets, en fait. Enfin, tout simplement, je trouve que les légendes comme ça, assez mystiques, sont super intéressantes. Et cette idée de feu follet, d'autant plus qu'après, elle tombe dans le monde des esprits, des âmes. C'était vraiment cette idée-là que je voulais entretenir. On retrouve aussi, et c'est aussi parce que le personnage Seda, qui était aussi dans ce rêve justement, il a à la place du torse un creux avec un petit bocal avec une flamme dedans. Et du coup, j'ai réutilisé ça en me disant si ça peut lui servir de cœur, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, le nom de Seda, ça vient d'où ? Parce qu'alors, on a fait des recherches pour plein de noms de plein de personnages. Monsieur Pumpernickel, par exemple, parce que en fait, habitant à la frontière allemande, voilà, le Pumpernickel, moi ça me disait quelque chose parce que j'en ai déjà mangé. Donc après finalement on s'est mis à chercher des significations à plein de choses, dont Seda. Ils ont tous une signification. Seda, c'est Hadès à l'envers. D'accord. Voilà. Parce qu'en effet, Seda, c'est le seul qui était un mystère pour nous, parce que j'ai vu que c'était un nom de famille d'origine maghrébine. Enfin, mais je voyais pas de prénom, Hadès, donc voilà. Hadès, voilà. Donc le dieu des enfers. Et Suez, c'est Zeus. Du coup. Ah voilà. Très bien. Bon, tous les mystères Et voilà, tous les mystères sont levés. Et la boucle est bouclée avec le petit dragon qui s'appelle Zeus à la fin. D'accord. Et en parlant de prénom, donc Chimérie, apparemment, le prénom était déjà présent dans le rêve, c'est ça. Donc c'était pas possible de changer. C'est ça, et je sais pas pourquoi, il y a peut-être l'influence de Chihiro, mais Chimérie, chimère. J'ai cherché après, je me suis dit chimère, c'était super. J'avais trouvé en faisant des recherches une définition qui convenait exactement à l'idée que je me faisais de l'héroïne, d'autant que la chimère, c'est tout ce qui est mystique, un petit peu, tout ça, et tout ce qui est un peu évanescent. Je trouvais que c'était pas mal. Et Pumpernickel, c'est parce que quand j'étais petite, le conte Pumpernickel, c'était le conte du nain qui fait filer des bobines d'or à une jeune fille. Ah oui, d'accord. Donc c'est un méchant, normalement. Et d'ailleurs, je crois que dans sa maison, j'avais mis 3 bobines de fil d'or pour rappeler ça. Ouais. Et alors, est-ce que ça devait être une héroïne dès le début ? C'est pourquoi avoir choisi un personnage féminin pour être le personnage principal de cette histoire ? Il y a beaucoup de héros dans les livres jeunesse. Et je sais pas, je suis une fille, je voulais une fille. Ça s'est imposé, quoi. Ouais. J'ai commencé à écrire honnêtement au début, au tout début, quand j'ai voulu changer toutes les choses, je me suis dit pourquoi pas un garçon. Et en fait non, c'était une petite fille qui devait découvrir ça aussi. Il y a vraiment beaucoup de héros garçons, et quand j'étais petite, je me rappelle que parfois j'étais frustrée de voir... frustrée. Vous savez, pas le et eux, quoi. Que je voyais juste le et du coup, j'ai écrit ce que je voudrais trouver, en fait. Ce que j'aurais voulu trouver peut-être quand j'étais petite, par exemple. Et du coup, est-ce que Chimérie vous ressemble un peu ? Beaucoup ? Pas trop, en fait, honnêtement. Elle a un peu mauvais caractère... mais elle est débrouillarde et très imaginative. Sur certains côtés, peut-être, mais sur d'autres, non. Enfin, peut-être plus ma sœur, en fait. Donc il y a quand même quelques quelques évidemment, aspects. Il y a des choses prises partout. Non, je trouve que c'est un peu... Alors, c'est pas gentil parce que je viens de dire que ça ressemble à ma mauvais sœur, caractère. mais il faut oublier ça. Elle ne regardera pas la vidéo. Ma sœur a un mauvais caractère. Pardon. Et... Non, je rigole.
Et Tous les frères et sœurs disent ça de leurs oui, frères et évidemment, sœurs. C'est c'est normal. logique. Et je sais plus ce que je disais du coup. Non, c'est un peu l'anti-héroïne quand même. Elle est toute petite en plus. Elle le dit à un moment, elle est plus petite que les autres. Elle est souvent toute seule. Et ça me revient maintenant. J'étais en suppléance et en fait, elle ressemblait énormément à une petite fille, qui était à l'école en fait. Voilà, ça vient de me revenir. Si. Et donc voilà. C'était, je sais pas, ouais, l'anti-héroïne qui se débrouille malgré elle et qui au final est gentille et affectueuse si on lui donne de l'intérêt, tout ça. Et qui change beaucoup pendant le roman, Qui change puisqu'elle est beaucoup. très en colère au début, Ouais. et puis qui finit par est très solitaire. Mm. Et finalement, elle se rend compte qu'elle peut faire beaucoup de choses et que ce qu'elle a pu faire dans un monde où il n'y a que de la magie, bah, finalement, elle pourrait très bien le refaire dans le monde réel. Donc c'est assez chouette ce parcours de personnages qui évolue beaucoup dans le roman. Alors moi j'ai une autre question sur les personnages, mais là c'est très personnel aussi. Moi j'ai une phobie des araignées. Alors, la lecture du roman était particulièrement compliquée. Disons que le début a été compliqué quand elle grossit. Alors là, j'avoue que ça m'a terrorisée. J'imaginais cette araignée qui grossissait sur le bureau et je me suis dit là, c'est moi qui vais faire des rêves et des cauchemars. Mais je me demandais pourquoi une araignée. Est-ce que c'est pour vous aussi une phobie et une manière d'exorciser, ou au contraire c'est une passion et vous avez un vivarium chez vous et je ne viendrai jamais? J'ai un lapin. Donc c'est vraiment l'inverse. Ceci dit, il est noir. Mais non, c'est. Elle était habillée à Halloween. Alors oui, c'était ça qui était très important aussi, c'est que ça se passait à Halloween, donc le moment où les âmes sont proches de terre, tout ça. Et donc elle était habillée avec ce déguisement et en fait ça s'est imposé. Normalement, il ne devait pas exister, mais après je me suis dit que ce serait marrant que ce soit la première personne en fait, qui la suive. Il fallait que tout le monde prenne soin d'elle dans le roman et il fallait qu'elle aussi elle prenne soin de quelqu'un. Je trouve. C'est pour ça qu'il y a eu Pierrot. Et pour le coup, je crois que c'est le seul nom, je sais pas pourquoi, parce que c'est mignon. Bah, finalement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai trouvé mignon, parce qu'une araignée, j'arriverai jamais à dire ça, mais il m'a paru, comme il y avait des termes, voilà, il est doux, il est pelucheux, je me suis dit, bon, il s'appelle Pierrot en plus. Bon, c'est une araignée en peluche. Hein. Voilà, ça le rend plus sympathique. Mais je me suis demandé, voilà, pourquoi l'araignée. Donc le mystère est levé aussi. Et oui, parce que ça s'inscrivait aussi dans cet univers un peu mystérieux, un peu pas glauque, mais ouais, vraiment inquiétant presque. Et comme les araignées, justement, généralement c'est repoussant, tout ça. Ça ajoutait de l'inquiétude, d'autant qu'au début on se dit il est méchant et en fait quand il arrive il est tout cœur pétillant, quoi. Enfin voilà. Alors on arrive quasiment à la fin déjà de cette discussion. Le temps passe vite et on aimerait vous écouter encore longtemps parce qu'on a encore plein de questions. Alors une des questions qui revenait aussi, c'était est-ce que vous aimeriez écrire des suites à vos livres? Oui. Alors malheureusement on se heurte à un autre problème après avec ce genre de choses. C'est comment on dit? Vous pouvez m'aider? Aux ventes en fait, au chiffre des ventes. Okay. Normalement une suite c'est forcément dégressif, donc c'est pas possible toujours. Ok. Et mais pour le coup je sais ce qui se passe après. Enfin, tous les auteurs, je pense notamment Julien Nil, l'auteur de Lou, disait qu'il imagine toujours la suite de ses personnages. Voilà. Donc oui, je sais. Donc ça répond à une partie, à une des questions justement. Ouais. Que s'est-il passé après la fin de l'histoire pour chacun des personnages? Est-ce que vous allez nous le révéler, ça? Je sais pas trop. Moi, j'imaginais bien un retour à Oswald, mais un Oswald très changé, avec des personnages plus grands, moins enfantins, mais pas si vieux que ça non plus. Vraiment, oui, avec quelque chose d'autre, quoi. Et une modification de plein de choses. Les gens qui se seraient rendus compte du pouvoir de Chimérie et qui, du coup, auraient commencé à rechercher d'autres personnes ayant ce pouvoir. Et notamment, elle devrait y retourner parce qu'ils se sont rendus compte que c'était souvent héréditaire et donc ils enlèvent un de ses cousins, un petit cousin, donc, ou une cousine avec qui elle a un rapport très conflictuel. Et voilà, j'avais commencé à rédiger le début, mais voilà. Ça n'ira pas plus loin du coup? Je sais pas, je peux, honnêtement, oui, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que j'en discute avec l'éditeur. Est-ce que vous avez un autre roman en préparation?
Plein. Chouette, on serait génial. Est-ce qu'il y en a un qui se concrétisera bientôt ? J'en avais écrit un il n'y a pas longtemps. Alors là, pour le coup, c'était vraiment pour des plus petits, 8-9, 7-8-9 par là, qui a raconté l'histoire d'une petite fille, Eulalie, dans le monde des contes de fées. C'est un peu... Enfin, ça ressemble vite fait à Oswald, on va dire, mais pas vraiment. Elle est née là-bas, pour le coup, et c'est la seule humaine, et tout le monde autour d'elle est un monstre, et donc tout le monde... Enfin, c'est à l'inverse du monstre, en fait. C'est un monstre inversé. Et c'est pas du tout ça la trame de l'histoire, c'est que son père est détective, et du coup, elle mène des enquêtes avec lui sous les contes de fées. C'est des contes de fées revisités, et tout ça. Mais où elle est détective, et elle est très marrante, et elle a une sorte de poney vert à crinière rose pour l'accompagner. Qui s'appelle Carabistouille. Donc j'avais écrit ça, il est fini, mais il faut que Enfin, il est fini. Dans ma tête. Il faut que je le continue. J'avais aussi une autre idée de roman young adulte, mais là qui est vraiment aux prémices. J'en ai plusieurs autres, même limite de la littérature adulte peut-être. Donc non, j'ai beaucoup de choses à faire et je compte m'y atteler au plus vite. Et une dernière question, est-ce que... alors, un élève a lu quelque part que l'imagination et la création étaient le meilleur moyen de grandir. Est-ce que c'est vrai pour vous ? Oui. Alors, les examinateurs du concours vous diraient peut-être l'inverse, mais, mais oui, je pense, parce que ça permet aussi de se sortir de... Surtout, vu l'année et demie qu'on vient de passer, ça permet aussi de se sortir de la réalité quelque temps, et c'est pas plus mal. Et de toute façon, tout le monde se met dans l'imagination et la création. Tout le monde regarde des séries, rien que ça. Ceux qui lisent pas, ceux qui lisent beaucoup. Il y a la musique, il y a tous les arts en fait qui permettent de s'échapper. Et je pense que ça aide beaucoup de monde en tout cas. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de la rencontre. La discussion est riche. On aimerait vraiment beaucoup la continuer. Juste un dernier mot pour dire merci aux élèves et aux professeurs du collège Louise Weiss de Strasbourg, du collège La Fontaine de Geispolsheim, du collège de l'Esplanade à Strasbourg, du collège Kraft d'Egbolsheim, du collège Schongauer d'Oswald et du collège Paul-Émile Victor de Mundelsheim. Et merci beaucoup à vous. Oui, merci. Merci à vous et à tous ces élèves et leurs professeurs, documentalistes, tous ceux qui se sont mis autour du projet. Merci beaucoup.